Bienvenue dans la pause fitness, le podcast sur la musculation, la nutrition et le style de vie. Je vous propose un nouvel épisode tous les mardis à 8h tapante. Vous pouvez le retrouver sur toutes les bonnes plateformes de podcast. À ce propos, vous pouvez également me laisser une évaluation, c'est ce qui m'aide le plus, directement sur la plateforme de podcast de votre choix. Vous avez également tous les jeudis à 18h sur ma chaîne YouTube Fitness Smith, une vidéo où je réponds à vos questions, ce qui peut vous permettre de mettre un visage sur la voix. Pour ceux qui sont passionnés comme moi, qui aiment bien aller plus loin que les petites recommandations qu'on voit à droite à gauche, je sors tous les dimanches à 10h du matin sur mon site www.fitnesssmith.fr un cours vidéo ou une enquête sur un sujet qui me passionne, que ce soit les hormones, que ce soit l'entraînement, la diététique, le sommeil, peu importe, ce sont toujours des sujets poussés avec un document plus une vidéo pour justement avancer petit à petit chaque semaine. Donc ça, c'est tous les dimanches à 10h sur mon site www.fitnesssmith.fr. Pour ceux qui veulent avoir des programmes ou de la documentation numérique, que ça soit un programme masse, un programme sèche, un programme énergie, j'ai plein de rubriques sur mon site, donc vous pouvez voir le lien directement dans le podcast à la rubrique boutique. Donc c'est tous mes programmes et vous avez justement accès à tout ce que je propose au format numérique. Assez parlé, place au podcast. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc dans ce podcast, on va parler d'une nouvelle appli pour la perte de poids. On va parler de points faibles au biceps et de comptage de calories. Bon, j'espère que vous avez passé un bon week-end, un bon début de semaine également. Alors moi, la semaine dernière, j'ai traversé la France assez rapidement puisque j'ai fait à peu près 1700 bornes en 48 heures. On est allé en Normandie, on est revenu avec ma compagne pour un événement familial. Et c'est vrai que moi qui vis dans le sud le reste de l'année, je me rends pas vraiment compte des conditions météo un peu à droite à gauche, même si je suis pas né dans le sud, hein, j'ai grandi en Sologne. Je me suis rendu compte à quel point il pouvait y avoir un temps de chiottes ailleurs. Mais bon, bref. Par contre, les végétations étaient, la végétation était magnifique. On a vu la neige et on était contents. Bref, tout ça pour dire que j'ai pas mal de contenus qui sont sortis ce week-end. Pas mal. J'en ai un qui est sorti ce week-end, mais j'ai pas mal de contenus qui vont venir puisque il va y avoir des entraînements, notamment des entraînements intelligents basés sur. Je vous en dis pas trop ici parce que je préfère en parler plus quand ça sortira. Mais il va y avoir pas mal de petits entraînements comme ça qu'on peut faire partout, notamment quand on est en déplacement avec assez peu de matériel. Et je vais vous les proposer là dans pas longtemps. Là. Sinon, ce week-end, là, ce dimanche, je sais que beaucoup de personnes rencontrent ce problème-là. Je leur ai proposé 7 collations nocturnes à moins de 110 calories pour calmer la faim. Donc, je vous ai mis le lien dans les notes du podcast. C'est quelque chose on est tous passés par là. J'en parlerai à la fin du podcast, mais je pense qu'on est tous passés par la faim nocturne à un moment donné dans notre pratique, quoi. Mais bon, on en parlera un petit peu plus tard dans le podcast. Alors, le premier sujet, ça s'appelle perdre du poids avec une appli intelligente. Alors, je vous lis et puis on en parle après. Donc, perdre du poids efficacement sans compromettre la santé, c'est le défi que des chercheurs de l'Université de l'Illinois relèvent avec M-Power, donc EM-Power, une application combinant suivi alimentaire et conseils diététiques. Donc, contrairement aux applications classiques qui se contentent de compter les calories, M-Power ou Ampower, je sais pas comment on dit, met l'accent sur la quantité de protéines et de fibres consommées. Donc déjà, on voit qu'il y a un level supérieur par rapport aux applis actuelles. Pourquoi ? Car un régime pauvre en protéines peut entraîner une perte de muscle et de masse osseuse au lieu de la graisse. Donc l'outil phare de l'application, qui s'appelle MealPlot, aide les utilisateurs à choisir des aliments riches en protéines et en fibres pour favoriser la satiété, tout en maintenant un déficit calorique naturel. Donc viande maigre, céréales complètes, fruits et légumes sont ainsi privilégiés. Alors céréales complètes, faire attention parce que il y a beaucoup de gens qui céréales complètes, ils pensent pain complet, pain demi complet. Dites-vous une chose, c'est que l'index glycémique, donc la rapidité d'assimilation
enfin du passage de la conversion en sucre dans le sang du pain blanc complet, enfin du pain blanc, de pain de mie blanc ou du pain complet demi quoi. Vous savez, celui qui est un peu plus marron là, c'est quasiment la même chose. Je crois qu'il y en a un Liger, il est à 75, l'autre il est à 71, un truc comme ça. Donc vous faites pas avoir, ne prenez pas de pain de mie en gros quoi. Bref, de toute façon, il y a quelqu'un qui avait dit une chose qui était pas bête sur le pain. Un pain, s'il s'effrite, qui se casse la figure un petit peu quand on essaye de le couper, c'est plutôt bon signe. Quand il se tient bien et que on peut limite en faire une boule, un chewing-gum et tout, c'est plutôt mauvais signe. Mais bon, bref, je reprends. Donc le programme testé sur des habitants de l'Illinois rural est accessible à tous. Il propose un accompagnement personnalisé avec un diététicien en ligne pour aider ceux qui veulent perdre du poids sur le long terme. L'objectif recommandé, 1 kilo par semaine. Donc vous voyez, dès qu'il y a des études, des trucs et tout, on voit qu'on est beaucoup plus rigoureux et beaucoup plus strict que sur les plateaux de télé, quoi. Donc les chercheurs prévoient une version complète pour 2026. En attendant, l'appli est disponible gratuitement pour ceux qui veulent déjà mieux manger sans frustration. Donc je suis allé voir, effectivement, elle est disponible. Vous tapez 1000 MEALPLOT, donc 1000 plot, et voilà, vous pouvez y accéder. Après, c'est rudimentaire, hein, c'est pas du tout une application hyper à la MyFitnessPal et tout ça. Hein. Là, c'est plus rudimentaire. Mais bon, voilà. Alors moi, qu'est-ce que j'en pense de ça? Je trouve que c'est déjà une bonne initiative d'essayer d'améliorer. Parce que c'est vrai que, et notamment dans le monde de la musculation, quand on parle de diététique et tout, moi, je dis souvent, il y a 2 axes prioritaires. C'est avoir sa quantité de protéines, puisque ça sert à rien de s'entraîner en muscu comme un dératé si c'est pour ne pas manger aussi peu de protéines qu'avant. Donc déjà d'avoir suffisamment de protéines et pas que les jours d'entraînement, puisque la récupération se fait aussi les jours sans entraînement, à condition de s'entraîner au moins un jour sur 2 ou un jour au moins sur 3 quoi. Comment dire, la deuxième chose, c'est d'avoir suffisamment de végétaux, de fibres et tout pour le transit intestinal, pour un apport hydrique, parce qu'on l'oublie, mais d'avoir beaucoup de légumes, de fruits et légumes, voilà, surtout de légumes, parce que beaucoup de fruits, moi je suis pas fan, mais beaucoup de légumes, ça apporte de l'eau, ça apporte des fibres, ça apporte des vitamines et minéraux, ça tamponne les acides des aliments protéiques. Et dans les fibres, après, on peut rajouter des légumineuses, on peut rajouter des céréales complètes, mais des vraies, par exemple du sarrasin entier, je sais pas moi, du quinoa, pourquoi pas un peu de riz basmati complet, enfin voilà quoi. Et on alterne ces choses-là pour pas s'exposer toujours au même toxique, puisque chaque aliment a son toxique à chaque fois. Et l'idéal étant de ne pas se surexposer aux mêmes toxiques. Par exemple, un exemple typique, c'est arsenic dans le riz, quoi. Bref, et c'est bien si jamais ils se concentrent un petit peu là-dessus. C'est vrai que vous regarderez tous ceux qui ont réussi à vraiment changer physiquement, ce sont des gens qui se sont dit: «J'ai commencé à compter mes protéines» et enfin pour les régimes, hein. Quand ils ont commencé à manger suffisamment de protéines et beaucoup de végétaux, c'est là où ils ont commencé à réussir à vraiment perdre du poids et à rester minces. En fait, dites-vous une chose, c'est que tant que vous n'aimez pas les légumes et que vous n'arrivez pas à manger, alors vous pouvez arriver à manger votre quantité de protéines, mais si vous n'aimez pas les légumes et que vous en mangez que des doses marginales, minimes, juste pour vous donner bonne conscience, c'est-à-dire un peu de salade dans le coin de l'assiette ou quelques petits pois, vous y arriverez pas. C'est pas suffisant comme apport. Il faut vraiment manger des bonnes doses de légumes. Il y a même des gens qui sont en guerre contre les légumes. Hein. Alors évidemment, si vous avez des problèmes avec les lectines, peut-être que ça peut poser problème pour vous. Certains légumes, pas tous, mais en règle générale, on a plutôt des effets positifs à augmenter la consommation de légumes, quoi. Mais bon, bref, c'est comme ça. On changera pas les gens, surtout quand on leur dit qu'il faut manger plus de légumes, que ça peut être mieux et qu'ils font mal. Il y a toujours une résistance en fait. Quand on enlève quelque chose de confort aux gens, ça les dérange fortement. Après, moi, je sais pas, je me dis, les légumes, ça pousse dans la terre, ou ça se cueille pour certains. Heu, il y a quelque chose où je me dis, je nourris vraiment mon corps avec ce dont il a besoin. Et d'avoir cette réflexion, moi, en fait, de toujours revenir à ça quand je mange, en fait, de me dire: «Mais mon corps, à chaque fois que je le nourris», là, par exemple, je reprends l'exemple de
des 1700 bornes que j'ai fait en 48 heures là. Donc j'ai fait 850 et 800, enfin 850 d'une traite et 850 d'une traite dans l'autre sens, euh, avec une pause déjeuner évidemment et des petites pauses café. Mais dites-vous bien une chose, c'est que durant ce trajet, j'avais pas envie de manger, par exemple, un fast-food ou des choses comme ça. D'ailleurs, je vous ai mis exactement ce que j'avais mangé dans la newsletter VIP de vendredi, si vous avez pas vu. Mais en fait, on s'alimente pour avoir ce qu'il faut pour fonctionner. Et c'est vrai que moi, quand je vois des gens autour de moi qui mangent, je sais pas, une assiette de frites, mayo, steak dégoulinant de graisse, plus dessert et tout, donc le midi à la cafette et que l'après-midi, ils doivent aller bosser, et je me dis: «Mais j'ai en fait, cette personne-là ne va pas fonctionner à plein régime. C'est pas possible, psychologiquement et tout, son insuline va être instable». Alors évidemment, hein, moi je suis pour la liberté, donc chacun est libre de manger ce qu'il veut, mais par contre, moi je suis libre dans ma tête de juger comme je veux. Et c'est vrai que je me dis, «Mince, cette personne-là va enfin mince, j'aimerais pas être à sa place. Elle fait ce qu'elle veut et je respecte, mais moi, si je mangeais ça, je serais à l'envers, quoi». Et c'est vrai qu'on peut pousser le truc bien plus loin. C'est-à-dire, est-ce qu'on a vraiment besoin de toute cette alimentation? Parce que moi, j'ai le surpoids, c'est pas que, un manque de volonté chez les gens. C'est une condition particulière, donc déjà, parfois les gens peuvent manquer de volonté effectivement, mais aussi un contexte particulier, c'est-à-dire qu'aujourd'hui tous les produits qui rendent obèse en gros, hein, si vous voulez manger à volonté, ce sont les produits les plus marketés, ce sont des produits bon marché, heu et en plus de ça, la société actuelle fait que le confort est plutôt quelque chose de positif, mis en avant et tout. Donc en fait, si vous additionnez toutes ces choses-là, le surpoids s'installe, quoi. Et c'est vrai que d'avoir cette résistance à parler, des bienfaits des légumes et tout, mais pas dans un contexte genre c'est bien, c'est manger 5 fruits et légumes par jour, c'est bon pour la santé, mais vraiment de dire concrètement au quotidien, parce qu'on sait que les gens sur le long terme, ça fonctionne pas. C'est comme le fumeur, c'est comme le buveur. Si vous lui parlez de sa cirrhose dans 10 ans ou de son cancer du poumon dans 15-20 ans, il se dit: «Wouah, j'ai le temps». Ah, et c'est pareil pour la bouffe. Si vous lui parlez de ses problèmes futurs, dans 20 ans, ils s'en tapent. Par contre, si vous lui dites au quotidien, là, tout de suite, si tu manges ça, ben, la réunion de l'après-midi, tu vas la tenir les doigts dans le nez. Ça va être facile pour toi. Je sais pas, moi, par exemple, si tu manges, à ta collation, tu prends ça à la place de ça, eh bien, ta séance de sport, tu vas congestionner à fond et tu vas avoir une énergie débordante. Et là, en fait, on parle plus aux gens puisqu'on parle à sa part d'enfant, sa part d'immédiateté, sa part de désir, tout de suite. Et ça marche bien ça pour se motiver d'avoir, des petits, bénéfices quotidiens. Pareil pour la musculation, pareil pour tout un tas de choses. Par exemple, le fumeur, celui qui se dit: «Ah ouais, mais bon, c'est bien pour ma santé, mais qu'est-ce que j'ai tout de suite comme immédiat?» Ben, l'immédiateté, la cigarette, ça met la tête dans le cul, un truc de fou, le matin et tout, pour les fumeurs, c'est reconnu ça. Et ben on peut, appuyer sur ça. Dire: «Ben voilà, le fumeur, s'il arrête de fumer, si tu arrêtes de fumer, cette tête dans le cul que tu as le matin, elle va disparaître. Tu ne l'auras plus». C'est-à-dire que tu vas ouvrir les yeux, tu vas être fatigué, mais de plus en plus, au fur et à mesure de la journée, tu vas être de plus en plus éveillé. Or, quand il y avait la cigarette avant, ben ça se passait de la même façon, sauf la première cigarette te faisait repartir en arrière, tu avais envie d'aller te recoucher et tout. Donc on peut jouer sur des petites choses comme ça du quotidien pour parler à notre part, enfantine qui aime bien l'immédiateté à l'intérieur de nous, quoi. Et là, c'est pareil pour cette application et tout. Il faut tout. C'est de recommander aux gens de faire toutes ces choses, c'est très bien. Moi, je pense qu'il y a la partie psychologique. Il faut apprendre aux gens, leur dire pourquoi il faut bien manger, quoi. Alors le deuxième sujet, c'est les menus affichant les calories aggravent les troubles alimentaires. Donc afficher les calories sur les menus peut aggraver les troubles alimentaires selon une étude du King's College de Londres, publiée dans BMG Public Health. L'analyse de 16 études menées aux États-Unis, non pas aux États-Unis, au Royaume-Uni, pardon, oui aux États-Unis aussi, au Canada et en Arabie Saoudite,
portant sur 8 074 participants, montre que les personnes souffrant de troubles alimentaires modifient leur comportement face à ces étiquettes. Elles évitent certains restaurants, voient leurs pensées obsessionnelles renforcées et fixent davantage leur attention sur ces chiffres. Donc depuis 2022, l'affichage des calories est obligatoire en Angleterre pour les établissements de plus de 250 employés. Une mesure, mais c'est bizarre d'ailleurs, mais bon, une mesure visant à lutter contre l'obésité, et des politiques similaires existent en Amérique du Nord. Mais les chercheurs estiment que ces initiatives ignorent les risques pour les personnes souffrant de troubles alimentaires. L'organisation caritative qui s'appelle BEAT, B-E-A-T, estime que 1,25 million de Britanniques sont concernés par ces troubles depuis 2025. Donc le nombre d'hospitalisations pour ces raisons a augmenté de 7% par an. Les auteurs de l'étude plaident pour une approche plus équilibrée qui prenne en compte à la fois la lutte contre l'obésité et la prévention des troubles alimentaires. Ah mais bon, euh, a-t-on une épidémie de troubles alimentaires ou une épidémie d'obésité? À un moment donné, faut parce que là, on va mettre tout le monde à l'aise. Qui regarde les calories à l'extrême? Ça va être les anorexiques. L'anorexie est une pathologie reconnue, difficile et mortelle. Donc on ne blague pas avec l'anorexie. Si vous croisez quelqu'un d'anorexique qui vous dit qu'il est anorexique, qui a besoin d'aide, essayez de lui apporter vraiment votre aide parce que, si vous êtes compétent dans le domaine ou si c'est un proche, parce que il y a des hauts taux de suicide et tout avec cette pathologie, quoi. Mais si la pathologie est reconnue, alors vous allez me dire, c'est faire de la stigmatisation et tout, mais est-ce que on pourrait pas avoir des menus sans les calories pour ces personnes-là? Donc évidemment, il faudrait être au courant. Alors, on pourrait pas toujours faire un sans faute. Par exemple, si vous êtes père de famille et que votre enfant est anorexique et que vous faites un repas de fête avec votre famille et qu'il y aura votre enfant anorexique qui sera invité, parce qu'il est adulte et qu'il est autonome maintenant, et bien peut-être de dire lors de la réservation, par contre, est-ce que vous pouvez nous mettre les menus sans les calories affichées parce que j'ai quelqu'un dans ma famille qui est sensible à ça. Je sais pas. Je lance une piste qui pourrait, c'est pour bien faire, quoi. Après, évidemment, il y a peut-être l'enfant en question qui peut se rebeller, ça le regardait pas, pourquoi tu lui as dit ça? Ah, parce que je tiens à toi, en fait, et je veux pas que tu choisisses le plat qui comporte moins de X calories parce que tu veux pas grossir. Après, si on enlève ça, donc ça, c'est les cas extrêmes, est-ce que c'est vraiment très grave de choisir le plat qui pèse le moins de calories? Par exemple, moi, si j'y vais et que je vois, je sais pas, moi, quand je vais au restaurant, en règle générale, je me fais steak frites ou je me fais, steak frites, c'est rare parce que il y a plus souvent des vrais morceaux de bœuf. Donc c'est souvent, en règle générale, je me fais un bon magret et c'est soit un écrasé de pommes de terre, soit il va y avoir 3 frites maison et tout. Mais par contre, les frites, vous savez, industrielles et tout, quand il y a pas marqué maison, j'ai plus de mal, quoi. Ça reste de la daube, hein, ça reste de la pomme de terre, dans de l'huile frite. Donc c'est IG élevé plus plein de graisses saturées, trans et tout ça. Donc c'est vraiment de la daube, mais au goût, c'est meilleur. Mais vu que je vais pas au restaurant souvent, je peux me le permettre. Mais c'est vrai que si je vois, un burger, des machins, plein de trucs différents, en règle générale, moi, il y a tout qui me fait envie quand je vais au resto. Donc, dans ce tout qui me fait envie, de choisir celle qui est la moins calorique, l'option, pour moi, c'est pas dérangeant, quoi. Après, j'attends de voir s'ils arrivent vraiment à appliquer ça, parce que, aller savoir, à chaque fois si le magret, il y a autant de graisse, moins de graisse, sur les frites, si elles ont été aussi bien épongées, aussi peu, là, on est dans pour que ça soit fiable, l'apport calorique inscrit, voilà, c'est un apport moyen et voilà. Mais bon, et vous prenez un morceau de pain en plus, en moins, vous prenez, le morceau, il y a 10 grammes de plus de graisse ou de moins, ça peut aller très très vite, hein. Donc bon, il suffit qu'ils changent la sauce pour changer tout l'apport calorique du plat, quoi. Moi, je suis pour. En fait, je suis pour l'information. Donc, de retirer de l'information aux gens, je suis contre. Donc, moi, je serais d'avis que sur tous les aliments transformés, il y ait et les calories, et la charge glycémique, et l'indice glycémique.
Donc vous allez me dire: «Il est extrême celui-là». Bah oui. Moi je pars du principe que, on doit être informé et qu'après, on a le droit de consommer ce qu'on veut, juste être informé. Et j'en ai un peu marre de ces gens qui disent pour les gens fragiles, les préserver, les souffrances, des troubles alimentaires et tout. Les troubles alimentaires, en fait, ne doivent pas impacter le reste du monde, en fait. C'est un trouble, il faut se faire soigner, il faut aller voir un psy pour justement faire une TCC, thérapie cognitivo-comportementale. Il faut comprendre d'où viennent ces troubles. Il faut se faire aider en fait. C'est médical, mais il faut pas imposer. Le En fait, ce serait comme si, t'imagines, lui, il peut pas manger de gluten, donc tu as tout le magasin qui est sans gluten. Parce que, il y a, je sais pas, 3-4% de la population qui peut pas manger de gluten. Et en fait, c'est problématique. Il faut soutenir les gens malades, les aider, leur faciliter l'accès aux soins et aux aliments compatibles avec leur pathologie, mais faut pas imposer au reste du monde de faire comme eux. En fait, il y a des gens qui sont en bonne santé et qui n'ont pas ce trouble-là, ils n'ont pas à vouloir manger comme les autres, quoi. Donc moi, je suis pour l'information. Plus il y aura d'informations sur les packaging, mieux ce sera. Mais de toute façon, en règle générale, mon point de vue, vous savez ce qu'il est, hein. Quand il y a packaging, en général, ça pue, puisque ça reste des aliments souvent transformés. Alors vous allez me dire, vous pouvez acheter du riz, vous pouvez acheter des choses comme ça, mais sur le riz, on peut aussi afficher l'IG. Ça peut être intéressant, et la charge glycémique. Et ça permettrait de montrer aux gens la réalité des choses, quoi. Mais là, les statistiques, ils en parlent dans l'article, hein. L'organisation caritative BIT estime que 1,25 million de Britanniques sont concernés par ces troubles, donc ces troubles alimentaires. Et depuis 2005, le nombre d'hospitalisations pour ces raisons a augmenté de 7% par an. Donc moi, en fait, je me demande si c'est... Enfin, forcément, c'est lié au surpoids aussi, puisque on peut avoir, il y a une part non négligeable de gens qui ont été en surpoids, qui ont réussi à perdre du poids et qui après peuvent développer des troubles alimentaires et à vouloir rester toujours en bas poids. Mais enfin en bas poids, pas en poids de forme en fait, en dessous du poids de forme. Mais ça reste encore à définir tout ça parce qu'il y a un gros gloubi-boulga sur les troubles alimentaires. Il y en a beaucoup de gens qui disent après, vous leur faites faire un régime, ça développe des troubles alimentaires. Donc, il faut définir ce qu'est un trouble alimentaire, hein, puisque pour moi, un trouble alimentaire, c'est quand le matin, si on prend 3 croissants au lieu d'un, si on veut se faire plaisir avec un croissant, pas de problème. Si on s'empiffre avec 3 pains au chocolat, pour moi, la personne, sans faire de régime, elle a déjà un trouble, en fait. Qui a besoin de 3 pains au chocolat, quoi? Pareil, quand la personne ne peut pas manger autre chose que des frites, steak, pain, mayo le midi et elle n'arrive pas à manger des légumes. Est-ce qu'elle n'a pas un trouble alimentaire aussi? En fait, même si c'est pas un trouble, elle se vit pas comme un trouble, son corps le vivra comme un trouble, hein, de recevoir que cette nourriture. Donc pourquoi on souhaite aider à fond ceux qui souffrent de troubles comme ça, donc de troubles, oh là là, j'arrive pas, j'ai de la boulimie ou de l'anorexie et tout, et pourquoi on accorde pas beaucoup d'importance aux vrais troubles, enfin aux vrais troubles. C'est pas un vrai trouble, c'est un trouble équivalent euh, qu'est le surpoids en fait. C'est-à-dire que le surpoids qui est organique est souvent, on y met moins de pincettes que le trouble alimentaire dans le discours actuel, hein. C'est pour ça que le régime, on essaye de diaboliser le mot régime, alors que moi je trouve que le mot régime va très bien. Un régime, de toute façon, c'est pas toute une vie, donc moi j'ai aucun problème avec le régime. Le problème, c'est ce qu'il y a après le régime. Et souvent, après le régime, les gens recommencent à manger comme ils ont mangé avant le régime. Donc, ils reprennent le poids qu'ils ont perdu, avec un métabolisme parfois un peu ralenti, donc ils en prennent encore plus. Euh, et puis, c'est pareil, frustration. Vous savez, injonction. Injonction contradictoire, on en entend partout. En fait, injonction remplacée par le mot ordre. C'est synonyme, c'est ordre, hein, l'ordre. Un ordre contradictoire. Et on est typiquement là-dedans, quoi. Faut être en meilleure santé, mais faut pas se priver. Et ça, c'est de l'injonction de l'ordre contradictoire. Puisque ne pas se priver, ça fait grossir, puisque globalement, les gens, quand ils se privent pas, ils grossissent, hein. Et il faut maigrir pour être en santé. Donc, dans un sens et dans l'autre en même temps. Donc, je pense que la diététique moderne
et sur les approches thérapeutiques, diététiques de discours modernes, quoi, ils sont pas vraiment. On a peur de dire les choses aux gens, quoi. Et il y a des gens qui ont envie d'entendre la vérité. Ils ont pas envie d'entendre un discours de violon un peu trop lubrifié, quoi. Et d'ailleurs, je ne sais pas à quel moment c'est arrivé, puisque moi, quand j'ai démarré l'entraînement, et alors je parle dans le monde du fitness, hein, quand j'ai démarré ça, il y avait pas cette peur de blesser, de dire les choses et tout ça. C'est-à-dire que moi, mon médecin, il m'avait dit clairement, quand j'étais allé le voir et que j'étais en surpoids, il m'avait dit: «Faut perdre du poids». La médecine du travail à l'époque m'avait dit: «Faut perdre du poids», et je m'étais pas senti subir une grossophobie X ou Y. En fait, il me disait juste: «Ton poids de corps pour ton âge et ta taille n'est pas sain. Donc perds du poids et tu retrouveras la santé». En fait, pour moi, c'était un raisonnement aussi simple que: «Ah, arrête de fumer, arrête de picoler si tu veux retrouver la santé, ou je sais pas moi, ou prends un médicament si tu as telle pathologie». C'était la même chose. Mais il y a eu un moment donné entre cette période-là et aujourd'hui où dire ça n'a plus du tout. J'ai entendu des médecins qui disent: «Moi, j'ai peur d'annoncer à des gens de faire un régime et tout parce que, on peut être accusé de grossophobie et tout ça». Déjà, grossophobie, c'est bizarre puisque phobie, c'est on saute au plafond quand on voit une araignée, et croyez-moi, j'ai étudié les phobies, si je sais ce qu'est une phobie, j'ai bien travaillé sur le sujet. Grossophobie, ça veut rien dire, hein. Il y a personne qui saute au plafond quand il voit une personne en surpoids ou obèse, hein. C'est en fait, je remplacerai le mot grossophobie pour, dans cette catégorie médicale, par de l'aide, en fait, à retrouver la santé chez les gens, quoi. Donc ça pourrait être quoi? Grosso santé, quoi. Grosso conseil, ou je sais pas, un truc comme ça, mais pas grossophobie. Phobie, ça en fait, c'est stigmatiser les personnes qui vivent des phobies, des vraies phobies, et dire: «Mais arrêtez de». On peut, c'est infini, hein, quand on cherche un truc, on peut pas utiliser le mot phobie comme ça à tort et à travers. Une phobie, quand vous vivez une phobie, ceux qui vivent la phobie des ascenseurs, des araignées, la phobie de tout un tas de choses, la phobie de vomir par exemple, c'est vraiment très handicapant. La phobie de prendre la voiture, la phobie de parler en public, de parler même à quelqu'un, c'est des gens qui sont très handicapés. Donc quand ils entendent des gens qui parlent de grossophobie, ils se disent: «Mais ils se foutent de la gueule de qui, en fait?» C'est pas une phobie, c'est juste des gens qui disent à d'autres, qui sont en surpoids, de maigrir parce que c'est pas bon pour leur santé. Alors ils leur disent parce qu'ils leur demandent leur avis, hein. C'est évidemment, si vous allez voir une personne dans la rue, vous dites: «Toi, tu devrais perdre du poids», ça c'est pas bien. C'est mal poli, c'est irrespectueux et tout. Mais un professionnel de santé qui dit à une personne en surpoids de perdre du poids pour retrouver la santé, ça me semble être dans la lignée, en fait, de ce pourquoi on la paye. Mais bon, je me fais pas des amis en disant ça, mais moi, je vise toujours la santé de l'individu, et vu qu'on sait qu'aujourd'hui, le surpoids est l'antichambre de tout un tas de maladies métaboliques, en étant professionnel de santé, ne pas avertir une personne en surpoids qu'elle est dans cette antichambre, c'est aussi bête que de dire à quelqu'un qui n'a pas encore de problème de santé, qui peut manger autant d'aliments transformés, autant d'IGLV qu'il veut, puisque son corps est capable de les gérer. Oui, mais en fait, il est capable de les gérer jusqu'au jour où ça va déconner, et donc du coup, elle devra s'en priver et se dire: «Avant, quand j'étais en santé, je pouvais le faire». Non, mais en fait, c'est pas avant, tu étais en santé, tu pouvais manger ce que tu voulais. Avant, tu préparais le terrain pour aujourd'hui. Et donc, si tu avais fait autrement, tu aurais pas ces problèmes-là. C'est aussi simple que ça. On n'est pas, notre corps, il est pas fait pour toute cette bouffe de merde, en fait. Et elle doit être juste à sa place, c'est-à-dire au moment plaisir. Après, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais il faut pas venir se plaindre quand le truc est arrivé, quoi. C'est, et je suis un peu contre. Et vous remarquerez que les gens les plus virulents sur ces sujets sont souvent les gens qui ont été en surpoids dans le passé, comme moi. Moi, j'ai été en surpoids pendant des années. Donc vraiment, j'en ai souffert psychologiquement, pas par rapport à ce que me disaient, les médecins ou quoi, mais j'en ai souffert parce que, quand je voyais mes copains qui levaient le t-shirt, ils avaient les 6 abdos apparents, et que moi j'avais un gros bide tout gras, et ben quand, on allait à la piscine ou à la rivière en été,
et que les nanas, elles étaient sur les serviettes à nous regarder sauter de la falaise, que tous les mecs enlevaient le t-shirt, ils avaient les abdos, moi j'enlevais, j'avais le gras du bide. Je me disais, tiens, c'est pas sur moi qu'elles vont se retourner, quoi. Donc il y avait un peu cette souffrance-là. Ah oui, quand on est gosse, la souffrance, elle est liée à ça, hein. On plaît ou on plaît pas, hein. Et c'est vrai que je vais pas accuser la société, le marketing, la bouffe transformée ou quoi. En fait, j'étais gourmand et j'aimais bouffer de la merde. Donc j'allais dans les rayons des supermarchés, 1er prix là, avec mes potes. On s'achetait des sandwichs triangles, des chips, des gâteaux, des trucs comme ça et j'en mangeais, trop. Et puis quand j'allais au fast-food, c'était pas un sandwich, c'était, je préférais prendre que des hamburgers je crois qu'ils étaient à 70 centimes à l'époque, et j'en prenais, 4-5, facile, avec des frites et tout, mais je mangeais trop et mal. C'était pas de la faute d'un mauvais alignement de planète ou quoi, c'était la faute de mon mauvais comportement avec, la nourriture. Je mangeais mal. Donc c'est pour ça que j'ai du mal aujourd'hui à dire, à plaindre des gens. Je les plains pour la stigmatisation, pour, voilà, dans la société, comment ils sont mal ancrés, parce que ça, je l'ai vécu. Mais franchement, en règle générale, on mange souvent mal quand on est en surpoids. Donc, et après, on me la fait pas à moi, quoi. J'ai été des deux côtés. Je connais personne qui mange des épinards, du blanc de poulet et des carottes râpées et qui est en surpoids. À un moment donné, c'est qu'elle est amnésique, quoi. Ou alors qu'elle a une hypothyroïdie tellement sévère que. Mais bon, là, on n'est plus dans la personne de la vie de tous les jours. On est dans une personne qui a une pathologie. Je parle des gens qui n'ont pas de pathologie. Et ça, je critique un peu ce monde moderne par rapport à ça, parce que on a tous le métabolisme bloqué, on a tous machin, mais finalement, quand on regarde les assiettes, il y a beaucoup de saloperies encore, hein. Il y a plus des 3/4, c'est des féculents. On est encore sur les vieilles notions d'avoir le plus de féculents possible, même quand on essaye de perdre du poids. À un moment donné, je sais pas, faut qu'on se réveille. Mais bon, bref. On revient sur l'entraînement. Donc, point faible au biceps, faut-il faire 2 séances par semaine? Donc c'est une question que j'avais envie de la mettre dans le podcast parce que, en fait, ça veut rien dire parce que c'est vrai que de doubler moi, je suis pour, augmenter la fréquence d'entraînement quand on a un point faible. Mais 2 séances par semaine, comment? Parce que si tu fais 2 fois la même séance, bon, est-ce que ça a vraiment un intérêt? Et si tu fais une séance pour la longue portion, une séance pour la courte portion, déjà, ça me semble un peu plus intelligent. Tu peux faire une séance très lourde et une séance légère en série très longue. Ça peut être intelligent aussi. T'as plein de façons d'entraîner tes biceps s'ils sont faibles. Mais en règle générale, s'ils sont faibles, de t'entraîner du très très lourd, du style faire tes tractions lestées en suppi lesté, de faire de compter en fait sur les mouvements de dos pour des biceps, ça prendra pas. Même de faire du curl très lourd, ça prendra pas. Donc mieux vaut essayer de trouver les quelques machines, poulies ou mouvements au poids libre qui te donne le plus de sensations et de congestion, parce que oui, l'autre jour, j'entendais quelqu'un, je sais plus qui, là, qui disait ça sert à rien de se concentrer sur la congestion, la sensation, c'est stupide. À un moment donné, faut se concentrer là-dessus, et surtout quand tu as un point faible, parce que t'as pas trop de moyens de savoir comment tu travailles le muscle durant l'entraînement. Enfin, moi personnellement, si je sens pas le muscle que je bosse bosser, c'est problématique, quoi. Surtout si c'est un point faible. Le but d'un point faible, c'est de justement apprendre à le contracter, à le ressentir, qui s'étire, qui se contracte, qui congestionne, pour dans le futur, quand cette réponse sera amplifiée, pouvoir remettre de plus en plus lourd, progresser, etc. Et bon, je déteste ce comportement robotique de certains là dans le monde de la muscu, où ils détachent complètement en fait le ressenti de l'entraînement, quoi. C'est-à-dire qu'ils voient le corps comme un ensemble mécanique et l'esprit comme un truc à part, et ils sont incapables de refusionner les deux, quoi. Et je n'aime pas cette approche parce qu'elle doit être d'un ennui. On peut pas être passionné par l'entraînement, quoi. Si le corps est complètement séparé de l'esprit. Enfin bon, bref, c'est mon point de vue. Donc, point faible au biceps, faut-il faire 2 séances par semaine? Il y a pas d'obligation, mais c'est vrai, quand il y a un point faible au niveau des biceps, d'essayer de doubler, de faire une séance de rattrapage. Alors, si tu arrives sur un mouvement à prendre lourd et à bien sentir tes biceps se congestionner et tout, et à brûler et tout,
profites-en. Ne te mets pas à faire du léger alors qu'il y a un exercice lourd qui marche bien. Mais concentre-toi uniquement sur les exercices qui donnent des résultats. N'oublie pas que, par exemple, pour les biceps, il y a 2 angles pour les bosser, hein. Contrairement à ce qu'on croit, c'est coude en arrière du corps, coude en avant du corps, puisque ça va étirer plus ou moins la longue ou la courte portion du biceps. Après, il y a le brachial également, qui donne du volume au biceps. Donc dès que tu vas voir aussi les coudes bien en avant, notamment le curl puplite, le spider curl et tout. Et puis le travail des avant-bras, brachio-radial et tout ça, en prise marteau, voilà. Bon, il n'y a pas de règles, si tu veux. Mais c'est vrai que de faire beaucoup pour un muscle faible, c'est plutôt pas mal. Et de se concentrer surtout sur le ressenti musculaire et de progresser avec ce ressenti présent. C'est-à-dire que quand tu vas, par exemple, je sais pas, si tu fais du curl à la poulie ou un curl pupitre sur une machine Larry Scott, eh ben, tu commences par des séries très légères. Par exemple, je sais pas, à 10-15 kilos, là, avec ta machine. Tu sentiras bien tes biceps brûler. Alors, essaye un bras après l'autre, hein. Tu mets la main qui ne travaille pas sur ton biceps pour bien le sentir se contracter. Et puis tu travailles comme ça, puis tu vas le sentir chauffer, brûler et tout. Série numéro 2, tu mets un peu plus lourd. Et en fait, tu augmentes tout progressivement comme ça le poids jusqu'au moment où tu sens que tu perds la connexion. C'est-à-dire qu'il y a un point à un moment donné où tu vas te dire, je fais monter la charge, ça monte, mais je sais plus ce qui bosse en fait. Et ben quand t'en es là, tu reviens à la charge juste avant. Et ça sera ta charge maximum de travail où tu sentiras. Et c'est sur ça où tu essaieras de gagner des reps, des reps, des reps, des reps pour continuer à brûler. Et puis, quand tu arriveras par exemple à 15-20 reps, ça sera un peu trop, tu mettras un peu plus de poids et là, logiquement, la connexion devrait se refaire avec le poids qui n'était pas connecté juste avant. Et c'est comme ça qu'on arrive à à amplifier la sensation sur un point faible et à progresser, quoi. Problématique, c'est que les gens, ils veulent prendre d'un point faible sans sacrifier des points forts. Ils veulent prendre, par exemple, des biceps, mais sans arrêter d'entraîner 2 fois les pecs, ou 2 fois les fessiers, ou 2 fois les machins. Donc, à un moment donné, il faut sacrifier un petit peu. Par exemple, quand on fait les biceps, on veut rattraper les biceps, on sacrifie un peu les triceps, on sacrifie une partie du dos dans l'entraînement. Pourquoi ? Parce que le but, c'est que, c'est quoi rattraper un point faible ? C'est comme quand vous êtes en train de courir avec un groupe d'amis, les plus rapides, pour atteindre ceux les plus faibles, ils s'arrêtent, ils ralentissent. C'est ça. Les plus forts, les points forts, les muscles qui n'ont pas de problème, vous les ralentissez pour laisser le point faible les rattraper, quoi. Voilà, tout simplement. Mais j'ai mis une vidéo, allez voir la vidéo bonus 30 minutes biceps dans les notes. Alors les notes sur mon site, hein, vous les avez aussi sur les plateformes du podcast là, mais vous avez un lien dans toutes les notes de podcast qui amène sur les notes version longue sur mon site. Et j'ai mis au point numéro 3, là dans le sommaire, bonus 30 minutes biceps. C'est la vidéo que j'ai mis sur Instagram. Je fais un exercice. Le premier exercice du cycle de 3 là que je vous ai mis, il est en vidéo là sur Insta, ou sinon vous allez voir directement sur mon Instagram Fitness le premier exercice des 3, je vous garantis que celui-là, il tabasse pour les biceps, hein. Alors vous pouvez le faire aussi avec haltères, hein. Moi je le fais avec kettlebell parce que j'aime m'entraîner avec des kettles, mais vous pouvez le faire aussi avec haltères. Mais je vous garantis qu'il tabasse. Et lisez bien parce que je vous explique tout le programme dans la description du post là sur Insta. D'ailleurs, suivez-moi sur Insta, je vais mettre plus souvent des choses là parce que j'ai plein de petites idées. Donc c'est le moment d'aller retourner voir ce que je fais. Ah oui, on reparle des 7 collations nocturnes à moins de 110 calories pour calmer la faim. Donc là, c'est pareil. Pourquoi les fringales nocturnes sont à ton cul depuis des années ? Il y a plein de raisons à ça. Et il faut comprendre les déclencheurs des envies tardives et découvrir pourquoi elles sont pas une fatalité. Il y a des gens qui se disent oh, mais à vie, je vais manger la nuit et tout. Non, non. Il y a plein de techniques pour ça. On verra ce que dit la science par rapport à l'alimentation et le grignotage nocturne, mais précisément, hein, pas juste c'est bien ou c'est mal. On verra sur pourquoi est-ce que j'ai faim la nuit, comment y remédier sans ruiner la diète, est-ce qu'on peut manger d'ailleurs, mais c'est surtout que je vais vous partager 7 recettes. Alors recettes, c'est très rapide puisque quand on se lève la nuit pour manger, on n'a pas envie de se lancer dans la grande cuisine. Mais moi, ça m'arrive à peu près 1 ou 2 fois par mois. Je sais pas, un stress plus élevé que d'habitude ou autre. Je me lève, j'arrive plus à retrouver le sommeil. Donc ce que je vais dans le salon, je me prends un bouquin et parfois j'ai faim quoi selon l'heure et puis je sais qu'il faut que j'attende un cycle de sommeil. Donc souvent il faut que j'attende 90 minutes. Donc je vais bouquiner quoi.
Et ben quand j'ai faim, j'ai pas envie de foutre en l'air ma diète, quoi, de manger n'importe quoi. Bon, la première astuce, je vous le dis, c'est de pas avoir n'importe quoi chez vous. Mais même quand on mange sainement, bah, on pourrait se dire: «Allez, j'ai un peu de beurre d'amande ou j'ai quelques amandes, bah, je me fais le paquet, quoi». Donc du coup, ça on se met à avoir 800-900 calories dans la nuit, c'est stupide. Et ben, j'ai des astuces pour justement heu, manger un truc qui me fait du bien et que ça pèse moins de 110 calories. Et 110 calories, ça changera rien à votre ligne, hein, je vous le dis. Et je vous en parle, c'est dans le donc allez voir cette collation nocturne à moins de 110 calories pour calmer ta faim. Alors le but, c'est pas de manger toutes les nuits, le but, c'est d'avoir, une réponse quand on a faim et j'en ai mis des sucrés et des salés parce que parfois on préfère du salé, parfois on préfère du sucré et moi, c'est le genre de choses que je fais et ça marche très bien et en plus, ça permet et ne croyez pas que c'est que psychologique, hein, la nourriture nocturne, hein. Il y a d'autres raisons que je détaille dans la version longue. Donc allez voir, c'est dans les notes et merci de m'avoir écouté pour cet épisode. On se retrouve la semaine prochaine ou immédiatement dans la version note écrite texte si vous voulez aller consulter tout ce dont j'ai parlé ici. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne semaine et bon entraînement, bonne diète et on reste focus sur les objectifs. Bye bye. Merci d'avoir écouté cet épisode. Alors, avant de partir, j'avais juste quelque chose à vous partager. C'est vrai que vous avez peut-être des temps morts à meubler, que ce soit des temps de trajet dans les transports en commun, du cardio un petit peu long sur un tapis de course, ou alors tout simplement envie de remplacer les programmes que vous avez la soirée pour de l'apprentissage. Vous êtes peut-être adepte des émissions, des documentaires, des reportages, etc. Sauf que dans le monde de la musculation, de la nutrition, du développement, d'un mode de vie sain, etc. C'est un peu maigre en contenu dans les médias grand public. Et donc, ce que je vous propose, moi, personnellement, c'est d'aller faire un tour dans la bibliothèque alors, c'est un Netflix version fitness privée qui vous coûtera moins cher qu'un lavage auto au rouleau par mois. Et là, vous avez vraiment tous les sujets. Alors, c'est plein de cours que je propose. Il y en a déjà plus de 300. Ce sont sur le sommeil, sur les hormones, sur la nutrition. Donc ça peut être pourquoi on a faim, pourquoi on n'arrive pas à tenir un régime, comment faire, quelles sont les solutions, mais aussi d'anatomie pour l'entraînement, des programmes d'entraînement. Donc tout ce qui est lié à la perte de graisse, si vous avez du gras sur le bas du ventre depuis des années, ou alors si vous avez du mal à prendre de la masse musculaire, tous ces sujets du plus connu, entre guillemets, du plus recherché au plus pointu, tous ces sujets sont largement abordés dans cet espace VIP. Donc, pour rappel, pour y accéder, vous avez un lien en description. Si vous ne le trouvez pas, vous allez sur www.fitnessmiss.fr et vous faites devenir membre. Vous trouverez sur le site. Et vous accédez à ce contenu caché que vous pourrez écouter partout. Voilà, je vous laisse ici. Très bonne fin de journée à tous.